Un bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Soir. À la une de ce soir, après les attaques contre les équipements de l'entreprise chargée de la construction de la route Banakoro-Djoro, les populations de l'arrondissement de Djoro craignent que ce acte ignoble ne vienne affecter le bon déroulement des travaux de construction de cette route. Les détails à suivre dans ce journal. Depuis quelques semaines, les groupes terroristes en débandade sèment la terreur dans la région de Bandiagara en multipliant les attaques contre les civils et aussi des vols d'animaux. Dans le grand format de ce soir, il sera question des crises dans les organisations sportives maliennes. Qu'est-ce qui est à l'origine et comment pacifier le mouvement sportif malien? Autant de questions qui auront des réponses avec notre reporter sportive Jelika Guindou. Et voilà donc le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a été ce jeudi devant les membres du Conseil national de transition pour une séance d'écoute sur la situation des droits de l'homme au Mali. Il ressort du rapport présenté par la CNDH que la situation des droits de l'homme est préoccupante au Mali. Pour en savoir davantage, je vous propose ici de suivre quelques réactions recueillies par Zakaria Omar Keïta. Nous sommes plus que satisfaits de cet exercice parce que, comme cela a été bien dit dans la salle, c'est que la CNDH, qui est une autorité administrative indépendante, a l'obligation chaque année de présenter devant le Parlement son rapport de l'année N-1. Et c'est ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui. Et c'est de faire ce qu'on appelle un point de vue général sur la situation des droits de l'homme au Mali. Et mon intervention est d'autant plus importante devant vous parce que la question des droits de l'homme relève de la commission des lois constitutionnelles. Et je veux vous assurer que la CNDH et notre commission d'arrache-pied travaillent chaque jour par rapport à tous les textes majeurs qui portent sur cette question dans notre pays. Donc cet exercice que vous venez de voir est un exercice démocratique. Ça ne nécessite pas un vote des parlementaires, mais à l'issue de la lecture du rapport, bien sûr les membres honorables de CNT, bien sûr, portent à la connaissance du président de la CNDH leurs appréhensions, leurs préoccupations en posant des questions utiles. Et c'est à cet exercice que vous venez tous de suivre. Et nous disons encore une fois de plus que nous exhortons cet exercice, d'autant plus que c'est sous cette transition qu'on a commencé à mettre en place ce dispositif qui est plus qu'important pour tous les Maliens. Nous nous réjouissons de l'intérêt que les membres du CNT ont manifesté à l'endroit de la CNDH. Donc, grosso modo, nous pouvons retenir que la situation des droits de l'homme est préoccupante au Mali à travers les violations et abus des droits de l'homme qui ont été recensés et documentés, mais également il y a eu des avancées. Donc les autorités ont pris des initiatives, il y a eu des sessions de renforcement des capacités à l'intention des forces de défense et de sécurité, il y a eu des visites au niveau des lieux de privation de liberté qui ont abouti à des changements de comportement et même à certains changements de conditions de détention. Et donc en plus de ça, nous avons eu à mener des enquêtes et la question de l'esclavage par ascendance également, nous l'avons abordée parce que c'est suite à notre recommandation et à celle d'autres organisations de défense des droits de l'homme que l'État a accepté de proposer un avant-projet de texte qui va criminaliser l'esclavage par ascendance dans notre pays. Dans le cadre du partenariat programmatique pilote, la Croix-Rouge malienne, en partenariat avec la Croix-Rouge danoise, la Croix-Rouge espagnole et la Croix-Rouge luxembourgeoise, a organisé ce jeudi dans un hôtel de la place une session d'information et de diffusion du projet Accélérer l'action locale dans les crises humanitaires et sanitaires. Cette initiative vise à renforcer les capacités des acteurs locaux dans la gestion des crises humanitaires et sanitaires au Mali. Un compte rendu signé Lolo Madibati.
Cette session d'information qui a rassemblé des représentants des autorités, des représentants des acteurs RRM et post-RRM dans les zones d'intervention du projet et l'ensemble de l'équipe de coordination du projet PPP à Bamako vise à assurer une compréhension commune et une coordination efficace entre tous les acteurs impliquant dans la mise en œuvre des actions du projet. À mi-parcours, aujourd'hui, nous avons pu mobiliser et assister les populations avec près de 4 milliards 100 millions de francs CFA et qui continue d'ailleurs parce qu'il y aura une planification pour l'année 3. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'informer les populations, informer les médias, l'État et aussi les autres acteurs humanitaires pour d'abord les informer de la complémentarité d'action, mais aussi du rôle que joue la Croix-Rouge en tant qu'auxiliaire de pouvoir public. Nous avons vraiment vu déjà des résultats très impressionnants. Je voudrais dire que c'est une question aussi pour le mouvement d'augmenter notre efficacité à travers une coopération. Et cette coopération s'est montrée très pertinente pour pouvoir arriver dans les zones les plus reculées du Mali. Occasion pour la coordinatrice du programme de souligner l'importance de la coordination et de la collaboration entre les différents acteurs pour une réponse holistique et efficace aux crises. De 67 millions francs CHF. Donc c'est un montant énorme et avec ce montant, dans 24 pays, on peut faire une grande différence pour la population qui souffre. Le Croix-Rouge malienne a fait la meilleure implémentation et le meilleur taux d'implémentation de tous les pays africains. Donc je vous félicite. Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social a salué cette initiative qui va permettre aux populations de résister aux conséquences désastreuses des crises. Ce programme pilote a pour ambition de répondre aux besoins humanitaires croissants et immédiats des populations les plus vulnérables et à préparer les communautés à résister aux chocs en adoptant une approche adaptée aux nouveaux défis humanitaires. Il convient donc pour nous de garder à l'esprit que la stratégie de mise en œuvre de ce programme doit s'adapter à l'évolution du contexte humanitaire et sécuritaire et des défis qui en découleront. Ce projet, lancé en 2021 pour une durée de 3 ans, intervient dans 4 régions du Mali et le district de Bamako. Il s'articule autour de 5 piliers, notamment la gestion des risques et catastrophes, l'assistance en espèces et en bons d'achat et entre autres. La 6e édition de la journée de la CANAM, Caisse nationale d'assurance maladie, s'est tenue ce jeudi 2 novembre 2023 dans un hôtel de la place. Cette journée a pour objectif de sensibiliser et d'informer les participants sur les avantages de la prescription rationnelle et la bonne gestion des feuilles de soins pour la pérennité du régime. Plus de détails, c'est avec Awasanogo, Zakaria Oumar Keïta. Cette journée d'information et de sensibilisation est une initiative du comité syndical de la CANAM. Pour cette 6e édition, le thème retenu est l'unité d'action syndicale pour une prescription rationnelle et une bonne gestion des feuilles de soins. Selon le syndicat, le choix de ce thème n'est pas fortuit. Dans la mise en œuvre des conventions signées avec les secteurs sanitaires publics et privés pour la prise en charge des assurés, plusieurs dysfonctionnements ont été relevés dans le cadre de l'offre de prestation en général et la prescription des médicaments et dispositifs médicaux en particulier. Les pratiques vont à l'encontre des règles en matière de prescription médicale. Le comité syndical de la CANAM est convaincu que les efforts doivent être consentis par tous les acteurs concernés par l'AMO pour renforcer la sensibilisation sur la prescription rationnelle afin de garantir une assurance maladie pérenne pour toute la population du Mali. Profitant de l'occasion, le secrétaire général du syndicat de la CANAM a rappelé les acquis de son bureau pour les travailleurs de la CANAM et attiré l'attention de la direction sur certaines recommandations. La révision de notre accord d'établissement, la vente conventionnelle des terrains à usage d'habitation au bénéfice des travailleurs de la CANAM, l'organisation de consultations ophtalmologiques gratuites avec l'accompagnement de la direction générale de la CANAM. Pour ce nouveau mandat, nous attendons de la direction générale l'accélération du processus d'adoption du plan de carrière de la CANAM, des travailleurs de la CANAM et l'opérationnalisation de l'organigramme du régime d'assurance maladie universelle.
Tout en remerciant le syndicat pour la bonne organisation de la journée, le directeur général de la CANAM a rassuré les syndicalistes de son engagement à les accompagner dans l'intérêt des assurés et l'ensemble de la population malienne. Pour ma part, en tant que directeur général de la CANAM, je réaffirme mon engagement ferme envers le bien-être de nos employés et l'amélioration de notre système de santé au Mali. Au nom du comité de gestion de la CANAM, je tiens à souligner l'importance que nous accordons à la situation des travailleurs de la CANAM et à l'avenir du régime d'assurance maladie universelle. Le secrétaire général du ministre de la Santé et du Développement social a remercié la CANAM pour leur rôle crucial dans le développement de la santé au Mali. La CANAM, en tant qu'acteur clé de notre système de santé, elle est un pilier fondamental de l'assurance maladie obligatoire au Mali et son action contribue à garantir l'accès aux soins de santé pour l'ensemble de la population. A rappelé que la 6e édition de cette journée de la CANAM a été soutenue par les responsables syndicaux des organismes de prévoyance sociale. Par ailleurs, le 2 novembre est célébrée la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Et pour la commémoration de cette année qui coïncide surtout avec la mort de 2 confrères de RFI à Kidal, Reporters sans frontières alerte sur les risques de faire du journalisme d'investigation dans les pays du Sahel. On dénote une dizaine de journalistes tués en 10 ans. Amadou Diarra nous en parle. La journée de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes vise à rappeler des crimes contre les journalistes. Elle a été initiée en 2013 par l'ONU en mémoire de 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués le 2 novembre 2013 au Mali. C'est aussi une occasion pour demander aux autorités de mettre en place des mécanismes de protection pour les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Le lundi dernier, les amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, des journalistes assassinés au Mali, ont tenu une conférence de presse en France. Ils ont demandé la déclassification de l'affaire du crime contre les 2 journalistes. Par ailleurs, Reporters sans frontières souligne qu'il est presque impossible de faire du journalisme d'investigation au Sahel. Il note qu'une dizaine de journalistes ont été tués en 10 ans et plus d'une centaine arrêtés. L'organisation affirme que le Sahel risque d'être une grande zone non informée. Cette commémoration intervient au moment où Amadoun Nyaniboli, Moussa Banadiko ou encore Birama Touré, tous des journalistes des médias, sont toujours portés disparus. Pour le cas de Birama Touré, les autorités ont précisé que l'enquête est toujours en cours. Et à présent, des échos de nos régions, des hommes armés non identifiés ont incendié les équipements de l'entreprise chargée de la construction de la route Banankoro-Djoro sur 3 de ses sites de stationnement. Cette situation inquiète les ressortissants de l'arrondissement de Djoro qui ont tant plaidé pour le bitumage de ce tronçon. Ils craignent que cet acte ignoble n'affecte le bon déroulement des travaux de construction de cette route. Le point, c'est avec Alamako Diabati. L'acte est inqualifiable et les dégâts importants. Des équipements de l'entreprise chargée de la construction de la route Banankoro-Djoro EGK ont été brûlés dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2023 par des individus armés non identifiés. Ces attaques ont visé le site de stationnement de Djoro, Kominé et Soké. Certes, cette barbarie n'a pas causé de pertes en vue humaine, mais elle a infligé de la psychose au sein des populations. Le commandant de la 2e région militaire accompagné des responsables sécuritaires de la région s'est rendu sur les lieux afin de constater les dégâts. Malgré ce passage des autorités sécuritaires pour assurer l'entreprise et les populations des 3 villages abritant les sites des équipements incendiés, l'inquiétude persiste non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi pour la continuité des travaux de construction de cette route tant sollicitée par les populations. Cette inquiétude s'explique selon des populations non seulement par l'insécurité, mais
mais aussi la capacité de l'entreprise à continuer les travaux au vu des équipements détruits par ces individus mal intentionnés. Déjà depuis ces attaques, les travaux du chantier routier sont arrêtés. Rappelons que les travaux de la construction de cette route ont été lancés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 13 juin 2023. Les groupes terroristes continuent de s'en prendre aux écoles un peu partout dans le pays. Cette semaine, c'est dans la région de Koutiala qu'ils ont fermé un établissement. Il s'agit de Boura, à 27 km de la ville de Yorosso. On en sait plus avec Assitan Diallo. En effet, des enseignants ont été sommés de fermer des écoles à Boura ce mercredi 1er novembre 2023, selon nos confrères de Studio Tamani. Le groupe scolaire de la commune de Boura, à 27 km de Yorosso, a été fermé cette semaine par des hommes armés non identifiés venus à moto. Ils ont demandé aux enseignants sur place de fermer les classes et aux enfants de rentrer à la maison. La situation inquiète les parents d'élèves. À noter que les écoles avaient été fermées dans cette commune en 2019 avant d'être réouvertes en 2021 avec l'arrivée des enseignants volontaires. Aujourd'hui, plusieurs écoles sont fermées dans le centre d'animation pédagogique de Yorosso, académie d'enseignement de Koutiala. C'est à partir de 2020 que la situation s'est fortement dégradée. Selon différentes sources, plus de 60 écoles ont été fermées par de présumés djihadistes dans la région. D'une manière générale, plus de 1500 écoles sur 9000 sont fermées ou ne sont pas fonctionnelles, explique l'UNICEF. Une situation qui fera qu'un demi-million d'enfants n'iront pas à l'école au Mali, regrette l'agence onusienne. Dans le même registre, les groupes terroristes, puisqu'ils sont traqués et dans les régions du Nord, ils tentent à présent de se venger sur les populations civiles du centre. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs semaines, on constate une recrudescence des attaques dans les régions de Mopti et de Bandiagara et l'extorsion des animaux des paisibles populations. Une situation que relate ici Gabriel Keita. En effet, on constate une recrudescence des attaques armées dans la région du Badangara depuis plusieurs semaines. Le 31 octobre 2023, aux environs de 17h, des hommes armés non identifiés ont attaqué les villages d'Andakanda et Tekrou, dans la région du Badangara, près de la rivière. Selon des habitants, des morts ont été enregistrés de part et autre. Les mêmes sources ajoutent que les assaillants sont partis avec du bétail, des motos et autres biens. Toujours dans la commune de Dukombo, le village de Yawakanda a été incendié par des terroristes qui ont aussi enlevé les animaux. Selon le site Pays Dogon, on déplore 4 morts et des disparus dans une attaque terroriste visant des maraîchères à Anakanda, 8 km de la ville de Badagara. Selon toujours la même source, 11 villages ont été saccagés et 1200 ménages déplacés lors des dernières semaines. Traqués dans les régions du Nord, les combattants terroristes semblent avoir choisi les populations civiles dans le centre pour se venger et se trouver de nouvelles sources de financement à travers l'extraction des animaux. Et à présent, le grand format du jour. Les organisations sportives connaissent des crises récurrentes depuis plusieurs années. La situation est même critique pour les fédérations les plus emblématiques, comme celle du football et du basketball. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces crises interminables ? Et comment pacifier le mouvement sportif malien? Notre reporter sportive Hedjili Kangido nous propose ici ces quelques éléments de réponse. Depuis bien longtemps, le sport malien traverse d'énormes difficultés au sein des fédérations, mais également dans les clubs, entre les clubs et les ligues, entre les ligues et les fédérations. Pour le cas du football, l'origine de ces crises est le déficit de confiance qui s'est installé entre les acteurs au fur et à mesure, selon Modibo Koulibaly, vice-président de la FIMA Foot, non moins secrétaire général du Djoliba Assi. Parce que je me souviens que le président Baba Diarra avait suspendu Yeli et cette suspension qui avait été jugée illégale, et les conséquences se sont transformées à l'Assemblée générale qui a suivi. Et je pense qu'à l'Assemblée générale,
Ça s'est très mal passé avec l'expulsion de Maître Bassali Foussila de la salle, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'une des fédérations sportives le plus stable au Mali, le cyclisme, est aussi depuis quelque temps plongée dans une crise à laquelle personne ne s'y attendait. En réalité, le mensonge, ça n'ira nulle part. Soyez sûr, soyez correct. Moi, je suis resté très calme. 3 mois après, 3 mois seulement après, ils sont venus me voir. Les ligues sont venus, ils m'ont présenté leurs excuses. Vraiment, on s'est trompé de chemin. J'ai dit, ah là, vous avez créé des problèmes. Hein, parce que c'est seule l'Assemblée qui peut faire quelque chose pour ça. Donc allez-y voir le comité olympique qui est habilité à trancher, à gérer des problèmes, les litiges entre les membres des fédérations ou bien entre les fédérations. Nous avons également constaté la crise au sein de la Fédération malienne d'athlétisme, de basketball et bien d'autres fédérations. D'où la création du Chambre de conciliation arbitrale du sport malien, dirigée par l'ancien ministre Maître Mamadou Gaussou Diarra. Sa mission principale, c'est de résoudre tout différend ou tout litige qui est d'ordre sportif. Il faut bien préciser, on dit bien d'ordre sportif. Donc tous ces litiges qui sont d'ordre sportif doivent être soumis par les parties. Notamment, soit c'est les fédérations elles-mêmes qui saisissent la chambre, ou alors ces organes nationaux ou régionaux, c'est-à-dire les ligues, ou alors les clubs, ou même les personnes physiques qui sont au niveau de ces structures-là. En plus de la Chambre de conciliation de l'arbitrage du sport, le département du sport propose aux différentes fédérations un statut type. Dans la mesure où, en appliquant le statut type, ça permet, lorsqu'il y a des élections, de pouvoir corriger ou d'anticiper certaines choses. Mais on a à peu près 40% de fédérations qui, jusqu'à présent, n'ont pas signé le statut type. Et ce sont ces fédérations-là qui ont des problèmes. Donc, voilà, à un moment donné, et c'est ce que nous sommes en train de faire comme travail, ça va être rendu obligatoire. Si Modibo Coulibaly pense que la réconciliation est indispensable pour la pacification du mouvement sportif, pour Amadou Togola, il faut faire prévaloir l'intérêt du sport malien. Je pense que la solution passe forcément par la réconciliation des cœurs et des esprits. Et cela passe aussi par le fait que chacun fasse des efforts, que chacun fasse des sacrifices et que chacun se dise que j'ai raison ou j'ai tort. Le plus important, c'est le football malien. Donc je demande vraiment aux responsables sportifs de rester sereins, de rester unis. Nous sommes sur un terrain de sport, nous ne sommes pas sur le terrain politique. Je sais qu'aujourd'hui, le problème du cyclisme a été tellement politisé qu'il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. En tout cas, le respect des règles est le socle du sport et permet à chacun de s'épanouir dans la pratique qui lui cède. Il en est de même du respect des autres, du fair play, de l'arbitre, de ses décisions et de l'adversaire. Page noire avant de refermer cette édition après plusieurs années de combat contre une maladie qui a causé l'amputation de ses 2 jambes. Madame Doumbia, Fatoumata Doumbia, s'en est allée ce jeudi de novembre 2023. Mariée et mère de 4 enfants, elle a été accompagnée à sa dernière demeure par une foule accompagnée par des parents, des personnes de bonne volonté qui lui ont porté secours et assistance pendant sa maladie. Gabriel Keita, Montalawata. La mort a frappé ce jeudi 2 novembre à la porte de la famille Doumbia. En emportant Madame Doumbia, Fatoumata Doumbia, selon les parents de la défunte, une femme battante et joviale s'en est allée. De la gentillesse, c'est une personne joviale. Vraiment, Fatoumata était vraiment une personne qui riait avec tout le monde, une personne attentionnée. Bon, Fatoumata m'a laissé quand même un grand vide que je ne peux pas imaginer parce que là où je suis même, les mots me manquent. Vraiment, elle a été, je ne sais quoi dire, le mot me manque.
Fatoumata était une modèle, disons. Vraiment, elle a accepté. Elle a été tolérante. Patiente. Vraiment, elle nous a accompagnés partout avec sa bonne volonté. Tous ceux qui l'ont soutenue, vraiment, pendant ce moment difficile, elle a été reconnaissante envers nous tous. Vraiment, tout le monde. Et je remercie vraiment beaucoup le Nouveau TV qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir notre très chère frère, sœur et fille. Soutien de taille de Fatoumata à des moments difficiles là. Le groupe Renouveau était présent par son administrateur général Marika Tchedao. Tout en rappelant les relations entre le groupe Renouveau et cette brave dame, il a invité les bonnes volontés à soutenir les orphelins de feu Fatoumata. Fatoumata, nous venons de l'accompagner en sa dernière demeure avec beaucoup d'amertume, mais également avec un sentiment de devoir accompli. Parce que nous avons fait tout ce que nous devrons faire, nous avons été là alors, pour donner un autre sens à la solidarité, pour dire que la solidarité ne se limite pas au Mali à un seul mois, même si le mois d'octobre est dédié à cela. Mais la solidarité au groupe Renouveau alors, est une valeur. C'est une œuvre de tous les jours. Et Dieu merci, Fatoumata a en tout cas pu témoigner de cela. Cela ne voudrait pas dire simplement que nous nous targuons d'avoir été là et d'avoir apporté tout ce que Fatoumata demandait, mais réellement nous avons pu établir ce pont entre quelqu'un en situation difficile et des personnes de bonne volonté qui pouvaient lui venir en aide. Et ça a été une réalité. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons. Nous retenons de cette dame quelqu'un de très humble, quelqu'un de stoïque, comme nous le disons en langage religieux. Elle avait du limania, c'est-à-dire elle était, malgré son handicap et malgré le mal qu'elle portait pendant des années, elle était vraiment forte de caractère. Fatoumata tenait beaucoup à la scolarisation de ses enfants. Elle est partie, son mari se débrouille bien. En tant que chef de famille, il est exemplaire, mais j'avoue vraiment que ils sont dans une situation de précarité. Ce qui nous interpelle davantage, ce qui interpelle Renouveau TV, ce qui interpelle les téléspectateurs de Renouveau TV, ce qui interpelle le Malien. Ces orphelins-là, nous devrons veiller à ce qu'ils puissent continuer leur scolarité. Et nous allons y travailler, nous allons nous engager à faire ce que nous pouvons. C'est pour dire aujourd'hui, on est triste, mais on n'est pas abattu. Madame Doumia Fatoumata Doumia laisse derrière elle un mari et 4 enfants inconsolables. Dors en paix, Fatoumata Doumia, filleule du groupe Renouveau. Eh oui, que ton âme repose en paix, Fatoumata. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour de nouvelles informations.